commencer. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté aux outils de suivi des effectifs qui sont nécessaires, comme je vous l'ai dit, dans le cadre d'une démarche de gestion prévisionnelle. Les outils sur lesquels le gestionnaire des ressources humaines va s'appuyer pour bien connaître ses effectifs et donc pouvoir piloter son activité et notamment faire ses prévisions, notamment dans l'optique de l'adéquation besoins-ressources. Toujours dans cette optique d'adéquation besoins-ressources. Donc, on avait vu la dernière fois la notion d'effectif et on avait vu toutes les significations que cette notion d'effectif pouvait recouvrir. Puis, on a vu la pyramide des âges et je vous avais dit qu'il y avait d'autres outils de suivi des effectifs et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment un ensemble d'indicateurs ou de ratios que l'entreprise peut mettre en place pour assurer ce suivi et ce pilotage de ses effectifs. Donc, parmi ceux-là, on a dit, il y a les indicateurs, un ensemble d'indicateurs qui permettent de gérer, optimiser les effectifs, anticiper sur les évolutions constatées et leurs conséquences sur l'entreprise et pouvoir mettre des politiques de ressources humaines adéquates. Parmi les principaux indicateurs qui permettent le suivi de ces effectifs, on a par exemple ce qu'on appelle les indicateurs de structure. Alors, qu'est-ce qu'on entend par indicateur de structure? C'est-à-dire tout ce qui nous permet de connaître quelle est la structure des effectifs que l'on a dans l'entreprise. Quand on dit la structure des effectifs et donc la structure de qualification. Là, par exemple, je vous ai mis quelques indicateurs qui sont des indicateurs de structure et je vais vous expliquer quelques-uns. Alors, quand on parle, par exemple, d'indicateurs de structure, le taux d'encadrement, quand on veut élaborer cet indicateur, ça nous donne, est-ce qu'on a un effectif d'encadrement suffisant par rapport à l'effectif global de l'entreprise. Une entreprise qui aurait un taux d'encadrement très bas serait une entreprise dont le travail ne serait pas bien organisé. Parce que à quoi sert le travail d'encadrement? Le travail qui est effectué par ceux qui ont la responsabilité de gérer des personnes. C'est d'organiser le travail de manière à ce que ça permette d'obtenir la performance, de rendre ce travail productif. Donc, si une entreprise n'a pas suffisamment de personnel d'encadrement, ça peut avoir des répercussions sur sur son fonctionnement, sur sa production, etc. Si vous avez un ensemble de l'effectif en majorité composé que d'ouvriers ou ce qu'on appelle d'agents productifs sans qu'il y ait de personnel d'encadrement pour organiser le travail risque de ne pas être correctement accompli. C'est-à-dire l'entreprise… oui. J'ai lancé l'enregistrement. Je vais revérifier, mais j'ai lancé l'enregistrement. Peut-être, comme j'ai ouvert 3 sessions, c'est pas évident pour moi de gérer 3 sessions, mais je pense que j'ai lancé oui, madame, c'est en train d'enregistrement. C'est noté en haut à gauche, enregistrement. Ouais. Ouais. Bon, parce que j'ouvre 3 sessions, bon. Il y a le maximum de personnes, donc c'est assez compliqué. Donc maintenant, c'est bon? On peut continuer. Oui. Ok. Alors, quand on parle de taux d'encadrement, en général, je vous ai
expliquer quel est l'intérêt de ce taux d'encadrement. Mais qu'est-ce qu'on met dans le taux d'encadrement? Alors, le taux d'encadrement, comme j'ai dit, quand on parle de taux d'encadrement de manière générale, c'est-à-dire qu'on va mettre, on va prendre en compte ce qu'on appelle l'effectif cadre, c'est-à-dire le nombre de cadres qu'il y a dans l'entreprise, et le nombre de techniciens. Alors, les TAM, hein, TAM, c'est technicien agent de maîtrise. Technicien agent de maîtrise. Pourquoi on met dans l'effectif d'encadrement les techniciens agents de maîtrise? Parce que ce sont ce qu'on peut appeler les agents d'encadrement de proximité. Quand vous êtes, par exemple, dans un grand atelier de fabrication où il y a plusieurs ouvriers qui travaillent sur les machines, vous avez besoin de techniciens et d'agents d'encadrement qui vont organiser le travail, par exemple, sur la chaîne de production. Donc, c'est ce qu'on appelle l'encadrement de proximité, avec l'effectif cadre qui, lui, va être plus parfois dans, par exemple, si vous avez un ingénieur, puis un chef d'atelier fait partie des techniciens agents de maîtrise. D'accord? Le châtelier, c'est lui qui va gérer le travail des ouvriers qui travaillent dans l'atelier, selon les directives qui sont données par exemple, l'ingénieur qui fait partie de l'effectif de cadre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand on parle d'encadrement, c'est l'encadrement de manière générale. On va comptabiliser le nombre de cadres et le nombre de techniciens agents de maîtrise sur l'effectif total. D'accord? Mais si on ne veut voir que le taux d'encadrement supérieur, le taux d'encadrement supérieur, c'est-à-dire, on va prendre là que l'effectif cadre, hein, combien il y a de cadres sur l'effectif total. Et là, encore, toujours dans l'idée, un indicateur nous permet de dire, par rapport à une norme, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a des choses à rectifier, etc. Si on a une structure de qualification qui est très déséquilibrée, ça va avoir un impact négatif sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Donc, vous comprenez que, et puis bon, ça veut dire que ça va aussi avoir un coût pour l'entreprise. Hein? Si on a une entreprise où il y a beaucoup de personnel qui sont surqualifiés par rapport aux besoins de l'entreprise, ça veut dire que l'entreprise va avoir des coûts supplémentaires, va supporter des coûts supplémentaires parce qu'elle a en fait un effectif qui est surqualifié par rapport à ses besoins et donc qu'elle paye beaucoup plus cher. Donc, elle n'est pas performante. Alors, aussi, comme exemple d'indicateur de structure, le taux de productif direct. Alors, qu'est-ce qu'on entend par taux de productif direct? Alors, ce qu'on appelle le taux de productif direct ou taux de main-d'œuvre direct, où on va y mettre les ouvriers, hein, par exemple, les ouvriers non qualifiés, les ouvriers qualifiés, etc. Tous ceux qui sont en relation directe avec la production. Si on veut dire directement productif, c'est eux qui produisent. Hein? C'est le personnel d'exécution. Et donc, dans ce taux de productif direct, on va mettre, comme j'ai dit, par exemple, on va mettre les ouvriers non qualifiés, les ouvriers qualifiés, les ouvriers spécialisés, s'il y en a, etc., en fonction de l'entreprise, bien entendu. Une entreprise qui est une entreprise de production va avoir des ouvriers qualifiés, etc. Une entreprise de service va avoir des agents administratifs. Donc, c'est selon le secteur d'activité, bien entendu, de l'entreprise. Mais la main-d'œuvre, quand on parle de main-d'œuvre directe, c'est-à-dire c'est celle qui est directement concernée à production. Alors, si je prends par exemple le cas d'une banque, ceux qui sont directement concernés par la production, le cas d'une assurance, c'est ceux qui rédigent par exemple les
les contrats ou les souscriptions pour les clients et autres. Ils sont directement dans la production. Hein, c'est du service, mais c'est de la production de service. D'accord? Vous comprenez? Alors, bien entendu, ça, c'est quelques taux, mais on peut, selon les besoins de l'entreprise, on peut y inclure d'autres taux. Par exemple, le nombre, le taux d'effectif féminin, sur l'effectif total, le taux d'effectif masculin sur l'effectif total. Selon les besoins de l'entreprise, elle va pouvoir déterminer des indicateurs qui vont lui permettre de pouvoir piloter ses effectifs. D'accord? Alors, dans les indicateurs de structure, vous vous rappelez, on a vu la pyramide des âges. Et bien, la pyramide des âges, on peut la considérer comme un indicateur de structure. Elle nous donne la structure par âge de la population. Et donc, on peut la considérer elle aussi comme un indicateur de structure. Ce n'est pas une structure par qualification, mais c'est une structure par âge qui nous permet, et on l'a vu la dernière fois, de pouvoir anticiper, de préparer par exemple la relève. Hein, si on sait combien il y a de personnes qui vont partir à la retraite dans combien de temps, ça permet à l'entreprise de préparer la relève, c'est-à-dire la transmission, le transfert de compétences qui doit se faire entre ceux qui partent et qui bénéficient d'un niveau d'expérience important et ceux qui sont amenés à les remplacer. Ça permet aussi de savoir est-ce que l'entreprise ne risque pas de manquer d'effectifs ou de se retrouver en sureffectif selon ses besoins projetés. Donc, et c'est pour ça qu'on l'introduit dans les indicateurs de structure. À côté de ces indicateurs de structure, il y a d'autres indicateurs qui permettent de faire le suivi aussi des effectifs et qu'on appelle les indicateurs de mouvement. Alors, bien entendu, de mouvement, comme son nom l'indique, c'est ce qui permet de donner une idée sur les mouvements de la population dans l'entreprise, hein? C'est-à-dire les entrées, les sorties, tout ce qui va affecter les ressources humaines dans l'entreprise. Et parmi ces indicateurs de mouvement, on a le plus connu que les entreprises, notamment dans certains secteurs, surveillent, c'est ce qu'on appelle le taux de turnover. Alors, le taux de turnover ou qu'on appelle aussi taux de rotation. Le taux de turnover, c'est ce qui permet de savoir quel est le niveau de renouvellement, de la population, quel est le niveau de la population salariée de l'entreprise. Et je vais vous expliquer. Alors, je vous donne d'abord comment est calculé ce taux de turnover. On prend le nombre de départs au cours de l'année N. Bon, par exemple, si on prend l'année 20, combien il y a eu de départs au cours de l'année 2020, mais plus combien il y a eu d'arrivées au cours de l'année 2020, divisé par 2, le tout divisé par l'effectif au 1er janvier de l'année 2020. Ça nous donne combien, en fait, à quelle on va dire, vitesse s'est renouvelée entre les entrées et les sorties, ceux qui ont quitté l'entreprise pour différentes raisons, c'est-à-dire qui ont démissionné, qui sont partis à la retraite, qui ont été licenciés, et ceux qui ont les entrées, c'est-à-dire ceux qui ont été recrutés, etc. Est-ce que le solde, à la fin de l'année, est-ce que le solde est négatif sur l'année ou positif? C'est-à-dire, est-ce qu'on a recruté plus que ceux qui sont partis? C'est bon? Vous suivez?
Madame, vous comprenez l'intérêt de ce... Oui. Madame, j'ai pas compris bien le taux de turnover. Turnover, le taux de rotation, c'est-à-dire à quelle, si vous voulez, si on peut le dire comme ça, à quelle vitesse se renouvelle la population salariée de l'entreprise entre les départs et les arrivées. Ça nous permet de savoir s'il y a, par exemple, plus de personnes qui quittent l'entreprise que de personnes qui entrent dans l'entreprise. C'est un indicateur. D'accord, merci. Vous me suivez? Oui, entre le nombre de personnes qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année, c'est-à-dire ceux qui sont partis à la retraite, ceux qui sont peut-être qui ont été licenciés ou qui ont démissionné, etc. Ceux qui ont rejoint l'entreprise, on va dire les recrutements par exemple. Si on a eu beaucoup plus de départs que de recrutements, ou si on a eu plus de recrutements que de départs, plus d'arrivées que de départs, ça donne une idée sur les effectifs de l'entreprise. Et ce taux-là, c'est un taux général, d'accord, et que l'on peut affiner par cause. Combien il y a de personnes qui sont parties durant l'année pour cause de démission? Si on a un nombre de démissions très élevé par rapport à l'effectif, si on a un taux de démission qui est très important par rapport à l'effectif, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi les gens partent? Pourquoi les gens quittent l'entreprise? Et si on a un taux de turnover qui est très élevé, ça peut être un indicateur que quelque chose ne va pas correctement dans l'entreprise. C'est pour ça que ces indicateurs de mouvement, on les appelle aussi indicateurs de climat social. Indicateur de climat social, pourquoi? Parce que si par exemple, on a beaucoup de personnes qui démissionnent de l'entreprise, on a un taux de turnover élevé. Alors, bien entendu, il faut prendre ça avec précaution parce que ça dépend des secteurs d'activité. Si on a un taux de turnover très élevé pour cause de démission, c'est-à-dire les gens qui quittent l'entreprise et démissionnent, pourquoi on va démissionner? C'est parce qu'on est insatisfait, parce qu'on trouve de meilleures conditions ailleurs, parce que peut-être qu'il y a des conflits peut-être avec les managers, etc. C'est pour ça qu'on parle de climat social. Et donc, ça peut être un signal à voir, surveiller cet indicateur peut constituer pour le gestionnaire des ressources humaines un signal d'alerte pour chercher à savoir quelles sont les causes de ces départs. Alors, bien entendu, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui connaissent des taux de renouvellement très importants. On va prendre, par exemple, celui des centres d'appel. Des centres d'appel, qu'il y ait un taux de turnover très élevé, assez élevé, on va dire, c'est à peu près normal. C'est la caractéristique de ce secteur. Pourquoi? Parce que très souvent, les personnes qui travaillent, elles prennent cet emploi en attendant de trouver autre chose de mieux, etc. Et puis aussi parce que pour ces centres aussi, avoir un taux de rotation assez important, c'est-à-dire de personnes qui partent et d'autres qui viennent, permet de gérer la masse salariale. Parce que plus les personnes vont être anciennes dans l'entreprise, plus la masse salariale augmente. Donc, on peut utiliser ce turnover pour réduire, on va dire, ou pour maîtriser la masse salariale. Vous me suivez? Mais par contre, dans des secteurs où, au contraire, il y a une certaine stabilité de l'emploi, si on a un taux de turnover très élevé, ça peut poser problème. Et il faut en chercher la cause. Donc, ces indicateurs de mouvement permettent d'avoir une idée sur le renouvellement de la population salariée de l'entreprise, mais permettent aussi en même temps
de donner une indication sur le climat social qu'il y a dans l'entreprise. C'est la même chose pour le taux d'absentéisme. Le taux d'absentéisme, combien il y a de personnes qui s'absentent sur la période. Donc, le taux d'absentéisme, si on prend le nombre d'heures d'absence, comment on le calcule? C'est le nombre d'heures d'absence de la période. La période, ça peut être la période de 6 mois, d'un an, etc. Sur le nombre d'heures de travail en théorie sur la période. Nombre d'heures de travail en théorie, c'est la période, c'est-à-dire vous prenez, si on travaille 7 heures par jour on travaille 7 heures par jour et pendant 256 jours, si on prend la période comme étant l'année, ben vous multipliez par les effectifs, ça vous donne le taux d'absentéisme. Combien il y a eu d'heures d'absence par rapport au nombre d'heures de travail théorique qui auraient dû être effectuées sur la période. Si on a un taux d'absentéisme qui fait que augmenter Madame, s'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas compris les indicateurs de mouvement. Est-ce que vous pouvez répéter, si vous voulez, bien sûr? Alors, les indicateurs de mouvement, qu'est-ce que je dis? J'ai dit, ça vous renseigne sur le renouvellement de la population salariée de l'entreprise, entre ceux qui quittent l'entreprise et ceux qui entrent dans l'entreprise. D'accord? Oui. Donc, c'est un indicateur, je vous ai dit, qui permet de voir à quelle vitesse, on va dire, se renouvelle la population. Est-ce qu'il n'y a pas de trop grands écarts entre les entrées et les sorties qui pourraient avoir une incidence sur cette adéquation besoins-ressources, mais c'est aussi des indicateurs qui renseignent sur le climat social de l'entreprise. Le climat social, c'est-à-dire, allez, pour le dire simplement, on va dire quelle est l'ambiance qui règne dans l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas des sources d'insatisfaction qui font que les salariés quittent l'entreprise? C'est compris? Oui, merci beaucoup. Voilà. Alors, ça, c'est par exemple pour le taux de turnover. Et on peut, je vous ai dit, on peut calculer un taux de turnover global, comme je vous l'ai donné, nombre de départs au cours de l'année, plus nombre d'arrivées au cours de l'année, divisé par 2 sur l'effectif au 1er janvier de l'année N. Soit, on peut prendre, on peut le calculer d'une autre manière plus simple, le nombre de départs durant l'année sur l'effectif moyen. Et le gestionnaire des ressources humaines peut ajouter le nombre de départs selon les motifs. Le nombre de départs par démission durant l'année sur l'effectif moyen. Sinon, si on a un nombre de démissions qui est très important, il y a peut-être un problème au niveau de l'entreprise que l'entreprise doit régler. C'est pour ça qu'on parle d'indicateurs de mouvement, mais aussi d'indicateurs de climat social. Le taux d'absentéisme. Le taux d'absentéisme, c'est, comme je vous l'ai dit, le nombre d'heures d'absence, combien de personnes, combien il y a eu d'heures, on va dire de perdus, qui n'ont pas été travaillées du fait des absences par rapport au nombre d'heures de travail qui auraient dû être effectuées sur la période. Si on a des absences qui ne font qu'augmenter, l'entreprise doit en chercher la cause. Pourquoi? Parce que des absences qui deviennent de plus en plus importantes vont impacter le travail, vont impacter la production et donc vont impacter la performance de l'entreprise. Donc, surveiller ce taux-là permet à l'entreprise de pouvoir faire les corrections nécessaires suffisamment à temps, chercher les causes et essayer de remédier à ces causes-là. Pourquoi les gens s'absentent? Bon, s'il y a peut-être une augmentation des absences pour maladie, est-ce que ce n'est pas des maladies professionnelles, etc. Est-ce que c'est des maladies, c'est des absences dues à des accidents de travail? Donc, ça devrait alerter l'entreprise pour qu'elle mette en place les conditions de sécurité qui permettent d'éviter ces accidents de travail. Parce que c'est coûteux, et pour l'individu, et pour l'entreprise. Donc ça, c'est le taux d'absentéisme de manière générale. Mais on peut considérer ce qu'on appelle le taux d'absentéisme de courte durée.
C'est-à-dire, on va prendre que les absences, calculer les absences qui se font sur moins d'une journée ou moins de 2 jours, hein, des personnes qui multiplient les petites absences. Si on prend ce taux d'absentéisme de courte durée, hein, nombre d'absences de moins de 2 jours, par exemple, sur l'effectif moyen. Si on a de plus en plus de personnes qui s'absentent comme ça pour des petites durées, une demi-journée, une journée, etc., ça devrait aussi alerter le gestionnaire des ressources humaines parce que ça veut dire que les gens ne sont pas motivés peut-être par leur travail. Si elles multiplient les absences, il faut en chercher la cause. Alors, pourquoi toujours en chercher la cause? Pour pouvoir apporter les solutions nécessaires. Parce que tout cela va avoir un impact sur l'entreprise. Des personnes qui s'absentent, ben, c'est des personnes qui ne sont pas au travail. Et donc, ça va désorganiser le travail. Et donc, ça va avoir un impact sur la productivité. Et donc, ça va avoir un impact sur la performance de l'entreprise. D'accord? Donc, vous voyez, ce sont les indicateurs. Je vous ai donné quelques exemples d'indicateurs et comment ils permettent de faire un suivi des effectifs de l'entreprise. Alors, dans les indicateurs de mouvement, on peut ajouter aussi le taux de promotion. Le taux de promotion, c'est un indicateur qui nous dit combien de personnes, comment se fait l'évolution, hein, l'évolution de carrière dans l'entreprise. Est-ce que la promotion est une promotion rapide? Est-ce que si la promotion est trop rapide, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur la structure de qualification de l'entreprise et donc entraîner un déséquilibre qualitatif entre les besoins et les ressources de l'entreprise? Ou si la promotion peut-être n'est pas suffisamment et trop lente, etc., est-ce que là aussi, ça ne va pas avoir une incidence sur l'adéquation besoins-ressources, toujours en termes qualitatifs. D'accord? Donc, je vous ai donné des exemples pour dire, voilà, les indicateurs et voilà à quoi ils servent. Et voilà pourquoi on va les utiliser dans une démarche prévisionnelle quand on veut faire nos prévisions sur quelles vont être nos ressources à un moment donné, compte tenu de tous ces changements qui peuvent affecter les ressources humaines. Hein? Les mouvements qui peuvent affecter ces ressources humaines, c'est-à-dire les promotions, les absences, les départs à la retraite, les départs, les démissions, etc. Ce sont tous ces éléments qui vont affecter les ressources humaines de l'entreprise et que l'entreprise doit prendre en compte pour savoir quelles vont être ces ressources humaines au moment par rapport à ses besoins. C'est compris? Oui, madame. Oui. Quelle est la relation entre les indicateurs de structure et de mouvement? Ne posez pas la question en même temps. L'effectif moyen, vous prenez l'effectif en début de période plus l'effectif en fin de période, vous divisez par 2. Ou vous prenez la somme des effectifs mensuels divisée par 12. Alors, je vous donne un exemple. Si vous prenez, vous avez au 1er janvier de l'année 2020, vous aviez 100 salariés. Et au 31 décembre de l'année 2020, vous avez, allez, on va dire 110 salariés. D'accord? Vous prenez les 100 plus les 110 que vous divisez par 2. Ou alors, vous prenez la somme de des effectifs de chaque mois que vous divisez par 12. Ça vous donne l'effectif moyen. Pourquoi on prend cet effectif moyen? Tout simplement, ça permet ce qu'on appelle de lisser les variations saisonnières.
Pourquoi? Parce que sur une période, si on prend toujours, alors pour faciliter, on prend l'année. Hein, la période, c'est l'année. Sur l'année, il y a des mois où on a eu une hausse d'activité, on a fait appel à plus d'effectifs, peut-être en CDD, etc. Il y a des périodes où il y avait moins d'effectifs, etc. Donc, l'effectif moyen permet, si vous voulez, de lisser, d'avoir une moyenne sur l'année. Hein? Et on parle de lisser les variations saisonnières. C'est compris? Oui. Oui, madame, merci. Oui, oui, allez-y, allez-y. Oui, mais ça permet. Pourquoi le taux de promotion, c'est combien de personnes changent de catégorie au cours d'une période donnée sur l'année? Combien, par exemple, de personnes qui sont passées de la catégorie ouvrier qualifié à la catégorie technicien? Combien sont passés à la catégorie cadre? De techniciens sont passés à la catégorie cadre. Pourquoi c'est important à surveiller? Parce que ça change la structure de qualification. Si au départ, vous aviez, par exemple, 10 cadres, 20 techniciens agents de maîtrise et 30 ouvriers qualifiés. Si au cours de l'année, vous avez eu 10 ouvriers qualifiés qui ont été promus à la catégorie technicien agent de maîtrise et vous avez 5 agents de maîtrise qui ont été promus à la catégorie cadre. Ben, si vous faites le calcul, vous voyez que la structure de qualification va changer. Parce qu'au niveau des ouvriers qualifiés, on n'aura plus que 20. On aura combien je vous ai dit, 20 pour les techniciens agents de maîtrise, moins les 5 qui auront été promus, plus les 10. On aura 30 techniciens agents, on aura, non, 20 moins 5, 15, 15 plus 10. On aura 25 techniciens agents de maîtrise et on aura 15 cadres. Est-ce que cela correspond à la structure de qualification dont a besoin dans l'entreprise? Vous voyez, quand elle prend cet indicateur, ça lui permet, parce que si toutes ces personnes sont promues, il ne faudrait pas que ça change la structure de qualification. Enfin, il faut que ça se fasse en adéquation avec la structure de qualification que veut l'entreprise. Mais il faut aussi tenir compte du coût financier que cela représente. Vous comprenez le coût financier? Pourquoi? Parce que quand une personne est promue, ça veut dire que son salaire va augmenter. Et si son salaire augmente, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'entreprise va savoir, quel va être l'impact de ces augmentations sur son équilibre financier? Bien sûr. Est-ce qu'elle a les moyens de payer tout cela? Il ne faut jamais qu'elle perde de vue cela. Et c'est ça toute la difficulté au niveau de la GRH. Comment, en fait, motiver, impliquer, etc., les individus et en même temps attirer les plus compétents, etc., et en même temps assurer l'équilibre financier. Et ces indicateurs permettent de se suivre. Oui? Bien sûr. Oui. Effectivement, elle doit, c'est pour ça qu'elle doit le fixer en fonction de quoi? En fonction de ses besoins.
Par exemple, en fonction, je vais donner un exemple, un exemple juste pour illustrer. Si l'entreprise se fixe, allez, on va dire une entreprise de production automobile, ok? Elle se fixe pour, dans 2 ans, elle produit aujourd'hui 100 000 voitures par an. Et elle se fixe dans 2 ans de produire 500 000 voitures par an. C'est-à-dire qu'elle va plus que multiplier par 5 son niveau de production. Pour produire autant, ben, elle aura besoin de plus d'effectifs avec des structures de qualification différentes. C'est-à-dire qu'elle va avoir, il faut qu'elle définisse, excusez-moi, il faut qu'elle définisse combien il va lui falloir de cadres, combien il va lui falloir de techniciens, combien il va lui falloir d'agents de maîtrise ouvriers pour assurer une production de 500 000. Ce n'est pas la même structure de qualification qui est nécessaire pour produire 500 000 voitures que pour produire 100 000 voitures. Et donc, en fonction de ces besoins-là, elle doit déterminer quelle va être l'incidence des différents indicateurs, enfin des différents mouvements et des différents changements de structure qui peuvent impacter ces ressources humaines, tout en tenant compte de la contrainte financière. Donc, le taux d'encadrement, c'est pour dire que le taux d'encadrement dont elle va avoir besoin pour 100 000 ne sera pas le même que le taux d'encadrement dont elle va avoir besoin pour 500 000. C'est compris? Oui. Eh bien, justement, comment elle va réagir? L'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? Parce qu'elle est dans une situation… Bon, ça, cette année, c'était une situation exceptionnelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, sans compter… Allez, on ne va pas prendre en compte la période où il y avait le confinement, où toutes les entreprises étaient à l'arrêt, où c'était vraiment une situation exceptionnelle. On va prendre maintenant… On prend toujours l'exemple du secteur automobile. Ça a repris. Hein? L'activité a repris. Mais l'activité n'a pas repris… n'a pas repris au niveau qu'il y avait avant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore les effets de la crise, parce que la consommation, si vous voulez, la demande n'a pas encore bien repris. Donc, les usines, si vous voulez, nécessairement produisent moins. Si elles produisent moins, ça veut dire qu'elles ont besoin de moins d'effectifs. Comment elles vont faire pour ajuster les effectifs par rapport à leurs besoins? Elles vont avoir recours à différentes mesures. La première mesure, c'est bien entendu, tous les recrutements qui étaient programmés, ils ne vont pas recruter. Mais c'est là où la pyramide des âges va être intéressante. Tous ceux qui sont proches de la retraite, on va négocier avec eux de départ. S'il y avait beaucoup de contrats à durée déterminée, on va arrêter les contrats à durée déterminée. Et puis pour les autres, en fonction du niveau d'activité, pour ceux qui ont par exemple un CDI, on peut passer à ce qu'on appelle le travail à temps partiel. On va faire travailler les gens, mais pas à plein temps. Et donc, bien entendu, quand vous ne faites pas travailler les gens à plein temps, vous ne les payez pas le tarif complet. C'est compris? Oui, madame. Voilà. Bien. Alors, vous voyez, donc, pourquoi moi je vous donne cela? Pour dire, voilà l'intérêt pour l'entreprise d'avoir ces indicateurs. Vous faites de la gestion financière et on vous parle d'indicateurs et de pilotage, n'est-ce pas?
Ben, pour la gestion des ressources humaines, ben, on va avoir un pilotage aussi. Bon, sauf qu'on n'a pas un pilotage d'indicateurs financiers, mais on a un pilotage d'indicateurs sociaux. Enfin, sociaux, mais aussi financiers, parce que je peux ajouter des indicateurs dans le suivi des effectifs. Je peux ajouter des indicateurs économiques. C'est-à-dire, est-ce que par rapport à la population que j'emploie, combien elle me rapporte, hein? La valeur ajoutée créée par les salariés. Hein? Combien ils me coûtent, ces salariés. Le poids de la masse salariale sur les charges totales. Ça me donne un coût. Quel est le coût de ces effectifs par rapport à mon total des charges? Est-ce que ça impacte est-ce que ça peut impacter mon équilibre financier? Si j'ai une masse salariale trop importante, ça peut impacter l'équilibre financier de l'entreprise. Donc, vous voyez, ça permet un pilotage. Les indicateurs permettent un pilotage. Un pilotage, c'est quoi? C'est-à-dire de voir, ça nous permet de suivre, voilà, pour prendre les décisions, pour voir qu'est-ce qui ne va, qu'est-ce qui ne va pas, et pour apporter les corrections nécessaires. C'est pour ça que les indicateurs nous indiquent qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, et nous amènent à trouver la solution. Et donc, c'est ça le rôle des indicateurs pour le pilotage, si vous voulez, pour le pilotage des effectifs dans l'entreprise. L'objectif, toujours, comme je le dis, l'objectif est de pouvoir permettre à l'entreprise de disposer, au moment où elle en a besoin, de l'effectif suffisant et nécessaire, et à un coût qui ne soit pas excessif pour l'entreprise. Vous voyez? Bien, pourquoi elle a fait ça? Pour pouvoir déterminer, voilà, pour qu'elle, c'est pas uniquement pour minimiser les coûts, pour réagir suffisamment à temps pour qu'au moment où elle va en avoir besoin, elle soit assurée de trouver les effectifs nécessaires dont elle va avoir besoin. Quand je dis les effectifs nécessaires en quantité et en qualité, et à un coût optimal. Il ne faut pas que ça soit à un coût trop élevé. Pourquoi? Parce que ça va avoir une incidence sur la performance globale. Si je produis autant que l'entreprise concurrente, mais que moi, ça me coûte plus cher à produire parce que je paye plus de salaire, etc. Donc, ça veut dire que je vais nécessairement, bon, je produis la même chose, mais à un coût supérieur. Je ne suis pas performante. Je ne vais pas être compétitive. Pourquoi? Parce que les coûts, ben, il faut que je les récupère que sur les prix. Et donc, si je les répercute sur les prix, je ne suis pas compétitif. C'est compris? Donc, vous voyez à quoi sert tout cela et que finalement, les choses sont liées. Les choses sont liées. Quand on gère les ressources humaines, quand on gère les ressources humaines, on prend en compte, bien entendu, les individus, mais on prend aussi le coût que ces individus
engendre le travail de ces individus engendre. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas prendre en compte ces éléments-là. Excusez-moi. On ne peut pas prendre en compte, ne pas prendre en compte ces éléments-là. Et donc, toute décision à prendre l'entreprise, toute décision que va prendre l'entreprise aura une incidence. Hein? Si l'entreprise décide de, je ne sais pas, d'augmenter sa production, ben, elle va avoir une incidence sur ses effectifs, elle va avoir une incidence sur ses ressources financières. Si l'entreprise décide de changer de stratégie, ben, il faudrait qu'elle décide pour cette nouvelle stratégie, de quoi est-ce qu'elle va avoir besoin en ressources financières, en ressources humaines, et quelle va être la qualité de ces ressources humaines, etc. Vous voyez? Donc, toutes les choses qui sont prises en compte dans tous les éléments qui ont lieu dans l'entreprise, tous les événements, si vous voulez, qui ont une incidence, en fait, sont liés entre eux. Et les décisions que l'on va prendre, elles doivent être cohérentes avec, elles doivent être cohérentes entre elles pour pouvoir être performant et assurer sa pérennité. Et ça, c'est un travail, c'est pour ça que je vous dis toujours, la gestion des ressources humaines, c'est de la gestion. Donc, la gestion, c'est l'optimisation de sous-contraintes. Comment on va optimiser tous ces éléments-là pour pouvoir assurer la performance de l'organisation. OK? Donc, si c'est bon, on peut passer à notre chapitre 3. Alors, juste avant, je vais vous parler très rapidement de ce dont elle a... Oui. Oui, je vous écoute. Question? Bien. Alors, comme autre outil, si vous voulez, de la gestion prévisionnelle, oui. Je vous ai donné le taux d'encadrement, le taux d'ouvriers qualifiés sur l'effectif moyen ou l'effectif total, le taux de technicien agent de maîtrise, le taux d'encadrement supérieur. Vous pouvez avoir le taux de femmes, de salariés féminins sur l'effectif total, le nombre de salariés étrangers sur l'effectif total. Vous pouvez avoir l'effectif temporaire sur l'effectif total, l'effectif permanent sur l'effectif total. Tout ça, ce sont des indicateurs de structure. Vous pouvez avoir, écoutez, si vous faites une petite recherche sur les indicateurs RH, les indicateurs de structure, vous allez trouver voilà, plein d'indicateurs avec leur signification. Là, je vous ai donné quelques exemples. Je ne vous ai pas donné tous les indicateurs. Mais quand on va aborder le chapitre sur le recrutement, je vous donnerai aussi quelques indicateurs de recrutement. Quand on va aborder le chapitre sur la rémunération, je vais vous donner des indicateurs qui sont liés à la rémunération. On peut avoir aussi des indicateurs de la formation. Vous voyez, chaque domaine dans les ressources humaines, on va pouvoir élaborer des indicateurs qui vont nous permettre de piloter, si vous voulez, cette activité, de comment on va gérer cette activité. Comment vous savez si vous gérez bien ou vous ne vous gérez pas bien une activité? Pour cela, il vous faut des indicateurs qui vous disent, les indicateurs, c'est un petit peu comme, si vous voulez, comme les clignotants. Ils vous disent, est-ce que c'est ce qui vous permet dans une voiture, le tableau de bord d'une voiture. Vous avez un ensemble
dans un tableau de bord d'une voiture, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un ensemble d'options. Enfin, dans le tableau de bord, vous avez plusieurs indicateurs, plusieurs éléments qui concernent un aspect donné. Les indicateurs. Ben, c'est des indicateurs. Vous avez par exemple l'indicateur du niveau d'huile. S'il descend au-dessous, s'il descend au-dessous d'une certaine limite, qu'est-ce qu'il y a et que vous ne réagissez pas? Qu'est-ce qui se passe? Ben, votre voiture, le niveau d'huile, ben, votre voiture, elle risque de couler. Le moteur risque de couler parce qu'il n'a pas… OK? Vous risquez de créer des dégâts dans la voiture. Quand vous voulez, votre tableau de bord, c'est au niveau de votre tableau de bord qui affiche qui affiche le niveau de carburant que vous avez dans la voiture. Quand le niveau de carburant est très bas, ben, il vous le signale. Ben, vous voyez, les tableaux de bord, les indicateurs, vous n'avez qu'à visualiser le tableau de bord d'une voiture avec tous les indicateurs, tous les clignotants qui vous disent attention, quand ils vous fixent des niveaux. C'est ce qu'on pourrait appeler le référentiel. Si vous êtes au-dessus ou en dessous de ce niveau, vous devez rectifier. Oui. Oui, je vous écoute. Oui. Oui. L'absentéisme? Je n'ai pas compris votre question. Oui, répétez votre question. L'absentéisme, est-ce que ça, je ne vous entends pas? Bon, on peut continuer? Oui, madame. Bien. Alors, j'avais une question, je ne sais pas qui a écrit, madame, est-ce que c'est possible d'avoir 25 salariés embauchés en décembre? Est-ce que la formule est correcte? C'était par rapport à l'exemple que j'ai donné. Oui, on peut embaucher au 31 décembre de l'année. C'est le choix de l'entreprise. OK. On peut continuer? Bien. Bien. Alors, je voudrais ajouter très rapidement, mais parce qu'on ne va pas trop le développer parce que c'est assez complexe, mais parmi les outils de la gestion prévisionnelle, il y a ce qu'on appelle la cartographie des métiers et le référentiel des compétences. Ça veut dire que l'entreprise doit définir ses métiers doit définir quels sont ces différents métiers pour pouvoir définir les niveaux de compétences qui sont nécessaires par métier. D'accord? C'est ça qui lui permet de dire, pour ce métier-là, j'ai besoin de telles compétences. C'est-à-dire que ce métier nécessite que la personne qui va l'occuper puisse maîtriser telle compétence, telle compétence, telle compétence. D'accord? Et c'est par rapport à cela qu'elle va voir si elle a les compétences nécessaires, elle a les compétences dont elle a besoin ou pas. Si elle les a pas, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place pour corriger cela? Et donc, comment elle fait ses cartographies de métier? Un métier, on va le subdiviser, si vous voulez, en espaces d'activité et de compétences qui permettent d'organiser la mobilité des salariés. Et donc, je vous donne un exemple. On a ici, par exemple, une nomenclature de métiers à 4 niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Une cartographie de métiers ou une nomenclature de métiers, c'est la même chose.
à 4 niveaux. C'est-à-dire qu'on va définir quels sont les métiers qui sont nécessaires pour le fonctionnement d'une entreprise. On a des métiers qui relèvent de ce qu'on appelle le domaine fonctionnel, tout ce qui est pilotage, etc. C'est-à-dire dans une entreprise, on va avoir besoin de tout ce qui est management, etc., pilotage, hein, pour gérer l'entreprise. Puis, on va avoir des métiers qui sont liés. On va avoir une famille de métiers. Par exemple, ici, j'ai pris un exemple. Ressources humaines est une famille de métiers. Famille de métiers. Dans cette famille de métiers, on va pouvoir trouver des sous-familles de métiers. Dans le métier ressources humaines, on va pouvoir trouver une sous-famille de métiers développement RH. Et dans le développement RH, on peut trouver différents métiers. Dans le développement RH, on va trouver tout ce qui est responsable formation, qui est assistant formation, responsable gestion des carrières, chargé de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Vous suivez? C'est-à-dire, pour faire simple, dans une grande entreprise, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le centre stratégique, c'est lui qui gère, qui commande, etc. Hein, le centre de commandement. Hein, on va dire c'est tout ce qui est le domaine de pilotage et de gestion. Tout ce qui relève de ce pilotage. Puis, dans cette grande entreprise, vous avez des métiers qui relèvent du domaine de la production. Puis, vous avez des métiers qui relèvent des ressources humaines. Vous avez des métiers qui relèvent de la finance. Et à l'intérieur de chacune de ces familles de métiers, vous allez trouver plusieurs sous-familles. Par exemple, dans les ressources humaines, dans la famille de métiers ressources humaines, on peut avoir la sous-famille de métiers développement RH. Mais on peut avoir aussi une sous-famille qui est administration du personnel, qui peut être rattachée à la famille des métiers. Et dans la sous-famille administration du personnel, on va pouvoir trouver le gestionnaire de paye. On va trouver on va trouver le gestionnaire de paye, on va trouver le gestionnaire, on va dire le gestionnaire des contrats, etc. Vous voyez? Et c'est ce qui permet de voir quels sont tous les métiers qui sont liés à ces sous-familles et à familles de métiers pour pouvoir définir quelles sont les compétences nécessaires pour chacun de ces métiers. Par exemple, j'ai donné juste à titre d'exemple ici. Hein, ça permet à l'entreprise d'élaborer ce qu'on appelle un référentiel de compétences et de dire, par exemple, pour le métier, on va prendre cet exemple-là. Cet exemple de responsable de formation. Allez, c'est responsable de formation. Alors, pour le responsable de formation, on va dire quel est le niveau de compétence en communication, en anglais, en gestion. Pour ce métier de responsable de formation, on peut définir différents niveaux de compétences. Peut-être pour la communication, on va dire c'est le niveau peut-être le plus élevé. On peut aller du niveau, du niveau 1 qui est le plus bas au niveau 3 au niveau 4, tout dépend de ce que veut mettre l'entreprise, au niveau le plus élevé. Si vous êtes au niveau 4, par exemple, ça signifie que pour ce métier de responsable formation, ça nécessite une maîtrise parfaite de la communication. Ça nécessite une bonne maîtrise, donc un niveau 3 en anglais. Ça nécessite un niveau 2 en gestion. Et donc, quand l'entreprise met en place ces métiers et les compétences qui sont nécessaires pour chacun de ces métiers, après, elle sait comment positionner les personnes qu'elle a. En fonction des compétences de personnes, elle sait
est-ce qu'il y a une adéquation entre les compétences des personnes et les compétences qui sont nécessaires pour chaque métier? S'il y a un écart, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut combler cet écart, cette différence par la formation ou par le recrutement, si elle n'a pas les compétences en place, ou par la mobilité. Elle va faire changer des personnes de métier de manière à ce qu'elles s'adaptent, elles puissent être en adéquation avec les besoins de l'entreprise. D'accord? C'est compris? Oui, madame. Tableau synoptique. Un tableau synoptique, qu'est-ce que ça veut dire? Un tableau synoptique, c'est un tableau qui nous donne une vision de ce que l'on veut y mettre. D'accord? Et donc là, c'est comme si vous voulez, on peut dire tableau synoptique des métiers de l'entreprise et des compétences qui sont nécessaires pour ces métiers. Hein? Un tableau synoptique, ça veut dire c'est un tableau qui nous donne une vue générale sur les métiers de l'entreprise et les compétences qui sont nécessaires pour occuper ces métiers. D'accord? Bien. Bon, alors, vous avez des questions? Je prends une, deux questions et on arrête là et je vous revois. Après, on commencera le chapitre sur le recrutement. Référentiel des compétences. Je veux dire, allez, pour le poste de comptable, quelles sont les compétences pour l'emploi de comptable? On définit quelles sont toutes les compétences qui sont nécessaires pour l'emploi de comptable. Et un emploi de comptable, qu'est-ce qu'il doit maîtriser? Hein? On va dire, par exemple, la maîtrise de logiciels de comptabilité. D'accord? Maîtrise de logiciels de comptabilité pour un comptable, c'est un niveau élevé. Mais le métier de comptable va nécessiter un ensemble de compétences, mais toutes les compétences ne sont pas au même niveau. Par exemple, si vous dites le niveau de communication, n'est pas aussi élevé pour le métier de comptable que la maîtrise des logiciels de comptabilité. Vous voyez? Et donc, quand je veux recruter, par exemple, je vois quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour le poste. Et quand je reçois des CV, je vérifie est-ce que la personne a les compétences qui sont en adéquation avec le poste. Ou si c'est des personnes qui sont dans l'entreprise, je vois est-ce qu'elles maîtrisent ou elles ne maîtrisent pas. Et si elles ne maîtrisent pas, qu'est-ce que je dois mettre en place pour qu'il y ait cette adéquation entre les compétences qui sont nécessaires pour le poste et les compétences qui sont détenues par les personnes. D'accord? Bien, alors, si vous permettez, j'arrête là pour aujourd'hui et donc je vous revois jeudi pour le cours on commencera le chapitre sur le recrutement. Alors, bien entendu, j'anticipe vos questions. Je vais bientôt vous mettre vous donner le support de cours.